d'être ici avec vous. Merci. Alors, aujourd'hui, ça fait presque un an que la Russie envahit l'Ukraine, le 24 février. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cette guerre, cette invasion, selon vous? Est-ce que vous pouvez me parler votre opinion, s'il vous plaît? Alors, sur le papier, y mettre fin serait simple. Il suffirait que la Russie cesse ses attaques, son agression, retire ses troupes. Malheureusement, nous n'en sommes pas là, et par conséquent, la nécessité aujourd'hui, c'est de continuer à appuyer l'Ukraine dans la défense de son territoire, de son intégrité et de sa souveraineté, jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour une négociation de paix aux conditions et selon le calendrier qui conviendrait aux autorités ukrainiennes et à la population ukrainienne. Alors, la France est profondément impliquée dans les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine depuis avant l'invasion de l'année dernière. Même en tant que médiateur dans les accords de Minsk, parlez-nous de l'approche française et la stratégie française sur la crise d'Ukraine, s'il vous plaît. Vous l'avez dit, la France a été depuis 2015 avec l'Allemagne très impliquée pour appuyer et assurer la mise en œuvre des accords de Minsk. C'était une tâche difficile et nous avons en janvier 22 réussi à relancer les discussions au sein entre les parties. Tant et si bien d'ailleurs que le représentant permanent russe à New York avait pu dire ouvertement que les accords de Minsk étaient le seul cadre international reconnu pour une solution en Ukraine. Ça, c'était en fin janvier 2022. Quelques jours après, le président russe reconnaissait les républiques autoproclamées et quelques jours encore après, décidait du lancement de l'agression militaire contre l'Ukraine. Donc, la France, le président français, avec d'ailleurs le chancelier allemand, s'est impliqué pour faire revivre les accords de Minsk et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade vers la guerre. C'était l'objet de son déplacement à Moscou au début de l'année 2022. Ces efforts n'ont clairement pas été couronnés de succès et aujourd'hui, et depuis l'origine, la posture et la position française sont de condamner naturellement l'agression russe à l'encontre de l'Ukraine et d'appuyer l'Ukraine dans sa résistance et son effort pour défendre son intégrité, sa souveraineté et son indépendance. Alors, justement, le président français Emmanuel Macron a affirmé le samedi 18 février dans un entretien de journal du dimanche au Figaro. Il a dit qu'il voulait la défaite de Moscou face à l'Ukraine, mettant toutefois en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie, ce qui ne sera jamais la position de la France. En écoutant ces propos, j'ai l'impression que la France a toujours pris de la distance avec la Russie et avec les mêmes Ukrainiens.
Selon vous, qu'est-ce que peut penser ces propos de Emmanuel Macron? Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Il y a dans cette situation, je dirais, des éléments clairs. Il y a un pays agresseur, c'est la Russie. Il y a un pays agressé, c'est l'Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine dans sa défense. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Alors, donc c'est pourquoi la France a toujours hésité d'envoyer les chars lourds comme Leclerc, alors que l'Allemagne envoyait les chars Léopard 2, par exemple. Alors, je dois vous arrêter là-dessus. La France n'a pas hésité. Si des hésitations il y a eu, elle n'était pas du côté français. C'est au contraire la France qui, la première, au moment où il y avait ce débat sur la fourniture éventuelle de chars Léopard, qui ne sont, je le rappelle, pas des chars français, le président français a annoncé la livraison d'équipements blindés français à l'Ukraine. Donc nous allons fournir dans les prochains jours du matériel, ce qu'on appelle les AMX-10, qui sont des chars légers, dont les premières livraisons devraient intervenir la semaine prochaine. Et cette décision qui, je crois, a contribué à accélérer la prise de décision sur la fourniture des chars Léopard. Mais est-ce qu'il serait difficile de faire venir de Vladimir Poutine à la table de négociation si on envoyait les chars, les équipements militaires à l'Ukraine? Je pense. Aujourd'hui, nous devons aider l'Ukraine. Nous devons soutenir l'Ukraine dans son effort militaire. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début, en fournissant un certain nombre d'équipements, des équipements légers au début, des canons, du matériel de protection aérienne. Nous avons donc décidé la fourniture de chars AMX-10 avec les munitions, avec les efforts de maintenance. Nous avons mis en place en novembre un fonds budgétaire de 200 millions d'euros qui permet l'acquisition par l'Ukraine de matériel et de munitions. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui pour assurer un équilibre sur le terrain et pour permettre à l'Ukraine de se défendre contre une agression qui en plus monte en intensité et en violence. Nous sommes dans un moment important sur le terrain avec une offensive des forces russes et de ces supplétifs néo-mafieux Wagner. Il faut mettre les forces ukrainiennes en mesure de résister et de répondre. Alors, merci beaucoup. On va se déplacer à prochain sujet. J'ai appris que vous avez beaucoup travaillé pour l'Union européenne à Quai d'Orsay en tant que diplomate. Donc, selon vous, quel est le rôle de l'Union européenne et à la fois l'OTAN pour la crise ukrainienne? Écoutez, l'Union européenne, elle a, dès le 24 février, condamné l'agression. Elle a pris depuis lors un certain nombre de décisions. D'abord de soutien à l'Ukraine,
qu'il s'agisse de soutien d'assistance humanitaire, qu'il s'agisse de soutien macroéconomique, qu'il s'agisse aussi de la mise en place d'une procédure permettant la fourniture d'équipements militaires à travers ce qu'on appelle la Facilité européenne de paix. Aujourd'hui, on en est à peu près à 3,6 milliards d'euros à peu près pour le montant des dépenses effectuées dans ce cadre. Et puis également en prenant un certain nombre de sanctions à l'encontre de l'Ukraine et à l'encontre de la Russie et à l'encontre de la Biélorussie. Nous en sommes globalement au 10e paquet de sanctions et depuis le 24 février 2022, l'Union européenne est restée unie et déterminée à répondre à une agression injustifiée de la Russie et à soutenir l'Ukraine. Un autre soutien apporté à l'Ukraine est de nature politique, c'est la reconnaissance en juin 22 de la candidature ukrainienne à l'adhésion et tout un travail qui est mis en œuvre aujourd'hui sous l'égide de la Commission européenne pour assurer le rapprochement progressif de l'Ukraine à l'Union européenne et créer les conditions à terme d'une adhésion. Vous avez justement parlé d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il y a beaucoup de critiques qui disent que l'élargissement de l'OTAN et l'élargissement de l'Union européenne provoqué à stimuler Vladimir Poutine, la Russie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'Ukraine fait un choix souverain de rapprochement avec les structures euro-atlantiques, avec l'OTAN, et d'intégration à l'Union européenne. C'est un choix qui est souverain, qui est celui d'un pays indépendant, et c'est un choix qui doit être respecté. Ok, d'accord, merci. Donc, vous avez justement évoqué la sanction contre la Russie au sein de l'Union européenne. Alors, depuis l'année dernière, la France et l'Union européenne ont interdit tout accès aux émissions et services des médias russes tels que RT et Sputnik. Mais quand j'habitais à Paris, je me suis senti beaucoup d'influence à la société française des médias russes. Je comprends qu'il s'agit d'une contre-mesure contre la propagande utilisant la désinformation, mais en même temps, je pense que ça serait une mesure dangereuse qui menace la liberté d'expression. Je pense que c'est une idée très importante dans le monde démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez? La liberté de la presse et la liberté d'opinion sont des principes inscrits dans les textes internationaux et d'ailleurs dans les textes européens. Et les États européens s'appliquent à respecter ces principes. Ce n'est pas le cas en Russie. Les médias indépendants en Russie sont menacés, fermés, sur la base d'ailleurs d'une loi sur la loi sur les étrangers. Donc il est difficile de dire qu'en Russie même, la presse soit indépendante. Et ce qui reste, ce sont des organes qui ne sont pas des organes de presse, parce que ce ne sont pas des organes qui contrôlent, vérifient, recoupent les informations. Ce sont des organes qui diffusent une propagande et une désinformation.
Et c'est à ce titre que l'Union européenne avait décidé d'interdire un certain nombre de ces entités, Russia Today, Sputnik, d'autres, qui encore une fois ne sont pas des organes de presse au sens démocratique du terme, mais des organes de propagande et de désinformation qui étaient, dans les circonstances de l'agression russe en Ukraine, de nature à porter atteinte aussi à la sécurité dans nos pays. Et donc c'est la raison pour laquelle des mesures d'interdiction ont été prises depuis, je crois, mars 2022. Mais je pense qu'il y a quand même petites sociétés minorités, je crois, de la France qui soutient la réflexion de médias russes tels que RT, le Sputnik. Donc, c'est ignorer leur voix, non? Il y a aussi des journalistes, y compris d'ailleurs des journalistes français qui travaillaient pour, je crois, RT, qui ont démissionné et quitté la chaîne peu de temps après l'agression russe. Donc je ne suis pas certain que ce sujet en France soit un sujet de très large débat. Très large débat. Alors, on va changer de sujet. Comme vous le savez bien, cette année, en mai, le sommet du G7 se tiendra à Hiroshima. Le Premier ministre Kishida va accueillir les dirigeants internationaux en tant que le pays de présidence. Quel rôle attendez-vous de la Japon, présidence Japon, pour les défis internationaux, notamment pour la crise Ukraine, pour la paix en Ukraine? Bon, la crise ukrainienne sera un sujet, sans aucun doute, du sommet. C'est un sujet naturellement sur lequel le Japon s'est déjà impliqué en tant que tel, même dès avant sa présidence du G7. L'enjeu, je pense, pour la présidence japonaise, c'est de préserver, de renforcer l'unité du G7 dans sa condamnation de l'agression russe et dans son soutien à l'Ukraine. Ça, c'est la première chose. C'est aussi potentiellement, tout dépendra naturellement de l'évolution du conflit dans les semaines et les mois à venir, ou du moins d'ici le 19 mai. Ce sera aussi, le cas échéant, de promouvoir les efforts en vue d'une négociation de paix. Nous avons sur la table une proposition ukrainienne, un plan en 10 points qui bénéficie du soutien des pays du G7 et qui est susceptible d'être promu par le G7 et au sein des différentes enceintes internationales. Et puis il y a un troisième sujet, c'est bien sûr d'anticiper ou de préparer les travaux sur la perspective de reconstruction de l'Ukraine. Ce n'est pas une compétence exclusive du G7, mais c'est un sujet sur lequel le G7 peut fixer des orientations en liaison avec les autres grands partenaires internationaux et les institutions financières internationales en particulier. Donc, le G7 sommet du G7 se tiendra à Hiroshima. Est-ce que vous êtes allé à Hiroshima? Oui. C'était comment votre sentiment Je suis allé
à Hiroshima et je suis allé à Nagasaki. J'y suis allé notamment pour les célébrations du mois d'août. Et c'est un exercice très émouvant, à Hiroshima comme à Nagasaki, en présence des survivants. Et je pense que ce sentiment d'émotion, les chefs d'État et de gouvernement du G7 le ressentiront sans aucun doute à Hiroshima. Et aussi dans ce contexte, sans doute ressentiront-ils aussi un sentiment de responsabilité pour défendre les objectifs de non-prolifération nucléaire et les principes du traité de non-prolifération qui est au cœur des efforts internationaux. D'accord. Alors, le dernier sujet, c'est très actuel. Les ballons d'espionnage de la Chine et des missiles basiques intercontinentaux tirés par la Corée du Nord, mais ce matin, bouleversent la situation d'Asie. Vous dites souvent que la France est un pays Indo-Pacifique. Comment réagissez-vous à cette situation compliquée en tant qu'ambassadeur de la France au Japon? Sur la Corée du Nord, singulièrement, nous avons des vues extrêmement proches, sinon convergentes, avec le Japon dans la condamnation de la course aux armements par Pyongyang. Nous avons systématiquement condamné les essais, la prolifération et la posture retenue par la Corée du Nord. Nous avons soutenu les sanctions dans le cadre des Nations Unies. Nous avons soutenu leur renforcement aux Nations Unies. Vous savez que nous participons régulièrement avec des moyens militaires au contrôle du respect des résolutions sur le transbordement. Et la ministre Colonna, lorsque récemment un missile coréen était tombé dans la zone économique exclusive japonaise, avait eu l'occasion de parler à son homologue japonais, avec le ministre Hayashi, pour l'assurer de notre soutien et de notre solidarité. Donc nous condamnons encore une fois tout cela et nous appelons au respect par Pyongyang des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la mise en œuvre d'un désarmement complet, irréversible et vérifiable par Pyongyang. Concernant des missiles, des ballons d'espionnage de Chine, c'est comment? C'est un sujet qui a occupé l'actualité il y a peu. Je dirais que il est légitime qu'un pays s'assure de protéger l'intégrité et la sûreté de son territoire. Au-delà de ça, je pense que il est important que les deux pays dont on parle, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, poursuivent un dialogue constructif et sur ce sujet comme sur d'autres. Je pense que le monde aujourd'hui n'a pas besoin d'une crise supplémentaire. Merci.
Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la France est considérée, la France est un pays Indo-Pacifique. Il y a beaucoup de territoires. We should break the one. Thank you very much. 確かに。OK になったらいい。はい。OK です。Alors, donc, c'est bon, je commence. La France est un pays Indo-Pacifique. Il y a beaucoup de territoires français Pacifique, en Océanie. Alors, il y a beaucoup de problèmes, de menaces dans cette zone. Est-ce que pour la France, le Japon est important pour la France de protéger votre population? Et notamment parce que je dis que le Japon a signé avec l'Angleterre et l'Australie l'accord d'accès réciproque. J'ai écouté l'année 2021, vous êtes prêt de négocier avec le Japon pour rétablir l'accord d'accès réciproque avec la France pour faciliter la France et le Japon. Qu'est-ce que vous en pensez ça? Bon, pour répondre au début de votre question, le Japon est pour nous un partenaire stratégique dans la zone. Et donc, notre souhait et notre ambition, c'est de renforcer les coopérations avec le Japon dans de très nombreux champs, mais singulièrement dans le champ de la sécurité et de la défense. Nous avons des activités déjà conjointes, des exercices conjoints, les forces françaises participent à un titre ou à un autre activement comme observateurs à des exercices. De la même façon, les forces d'autodéfense participent avec des moyens ou comme observateurs à des exercices conduits par la France dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Et donc notre souhait, c'est de développer cette coopération de nature opérationnelle. Et nous avons encore une fois des moyens militaires français qui visitent régulièrement le Japon. Pour aller plus loin, nous pensons nécessaire de conclure avec le Japon un accord d'accès réciproque. Vous l'avez dit, le Japon a longuement négocié un accord avec l'Australie, un peu plus rapidement, mais quand même avec le Royaume-Uni. Et nous espérons qu'il sera possible d'engager une négociation sur un accord bilatéral franco-japonais dès que possible. C'est un sujet sur lequel nous échangeons, mais sur lequel nous ne négocions pas à ce stade. Vous êtes en train de négocier avec les autorités japonaises Non, c'est un sujet dont nous faisons part régulièrement à nos interlocuteurs japonais. Le président, lorsqu'il a reçu le Premier ministre Kishida à Paris le 9 janvier, a eu l'occasion de le mentionner également. Et donc, nous espérons qu'il nous sera possible d'entrer dans une négociation lorsque les conditions seront satisfaites.